Bonjour, bonsoir, merci d'être présent. Merci à David de venir nous parler de son livre. Donc, au titre provocateur. Donc David Ross-Shear, you say Shear or Shear. Donc c'est un architecte américain, enseignant, praticien, auteur d'ouvrages et d'articles sur le BIM. Donc, vous connaissez l'acronyme Building Information Modeling, et justement Emilien m'a parlé d'une ambiguïté sur le M, donc peut-être qu'il en parlera après. Et il est membre de la communauté de réflexion de l'American Institute of Architects sur les technologies dans les agences d'architecture. Donc, ce bouquin de Death of Drawing était paru en 2014, mais il est toujours d'actualité, il n'est pas encore traduit, et il définit deux notions que tout sépare, la représentation et la simulation. Avec le Death of Drawing, on entre au cœur d'une problématique posée par les outils de conception qui n'est pas clairement analysée dans la pratique de l'architecture contemporaine, par manque de temps, car les contraintes dans les agences sont avant tout économiques. L'école est le lieu où on peut se poser ces questions et en débattre. Donc, le dessin a une place qui est devenue très réduite dans les écoles d'architecture en France. Il arrive même qu'il soit inexistant ailleurs dans le monde. La perte de savoir-faire chez l'architecte est-elle inéluctable? Ça, on peut se demander. Est-ce que le choix du dessin comme outil est une simple affaire de goût? Faut-il aller dans le sens de sa disparition? Les émotions qui définissent l'architecture fonctionnent par association. La mémoire, les odeurs, les sons, le toucher, la parole et la vision. Cette dernière est privilégiée par la simulation. L'imprécision du champ sémantique de la conception assistée par ordinateur, donc la CAO, que j'ai découvert en traduisant des parties du livre, est révélatrice d'une approximation sensorielle. Le langage tente de s'accorder au domaine de l'expérience, par exemple, modeling, comme dans BIM. Model, c'est la maquette, qui vient de l'italien macchietta, ébauche, diminutif de macchia, la tâche ou la macule, donc l'accident, qui n'existe pas dans le champ de la simulation. On peut reprocher un certain romantisme à regretter la perte du savoir de la main décrite par Joanie Palasma dans La main qui pense et Richard Sennett dans Ce que c'est la main. David parle du point de vue impartial de l'utilisateur des technologies de CAO, puisqu'il a été pionnier dans l'utilisation du BIM dès 1995 dans son agence. Il retrace un itinéraire qui aboutit à une réponse que je vous laisse découvrir et dont je n'étais pas certain en commençant le livre à cause de son titre iconoclaste. Alors, David, tu décris les mouvements sociaux et politiques qui critiquent les pouvoirs et les idéologies existantes comme naturellement en opposition à la simulation vers la fin du livre. Mais la preuve, lors du mouvement des ENSA, qui se déroule en ce moment, qui se poursuit, les étudiants ont rendu visible leurs revendications en dessinant, en imprimant des affiches ou en faisant des chartes. On observe cette résistance dans la préoccupation qu'ils ont pour l'environnement. Alors, je cite un passage de ton livre, engagés dans un combat pour préserver la nature comme une réalité qui existe en dehors de nous et pas comme une ressource à disposition de l'homme. L'anti-globalisation ou le développement local critique les politiques économiques qui ont une vision opérationnelle de ce qu'est la richesse, plutôt qu'une valeur de partage pour l'humanité, pour sa survie et son bonheur. Voilà, la bonne conférence. Merci beaucoup, professeur Zana. Je veux tout d'abord remercier Monsieur Le Fondant et la faculté de cette école pour m'avoir invité dans cette conférence. Et c'est un vrai honneur et un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et de partager quelques idées au sujet d'une transformation que je crois décelée dans l'architecture contemporaine. Cette transformation, qui a commencé au début des années 2000, est actuellement presque achevée. Je vais expliquer un peu le sens du titre de mon livre. On dessine toujours, le dessin n'est pas carrément mort. Mais ce qu'il est mort, c'est le rôle capital
qu'a joué le dessin dans la conception et la communication des idées des architectes. Au cours des dernières 20 années, ce rôle a été pris par une type spéciale de maquette numérique caractérisée par la simulation, ce qui sera le thème principal de cette conférence. Comme nous verrons, cette transformation a des conséquences profondes pour l'architecture dans sa conception même, la nature du savoir proprement architectural et donc de l'architecte lui-même. Elle est comparable dans sa profondeur à celle qui a eu lieu pendant la Renaissance, quand Léon Baptiste Alberti a défini l'architecture comme le savoir et raison pourquoi l'on doit construire de telle ou telle façon. La théorie, disons, le séparant du savoir de comment on construit. Suivant les idées d'Aristote, Alberti trouvait qu'un savoir s'adressant au pourquoi était supérieur à celui qui s'adressait au comment. La théorie étant le royaume des idées supérieures parce qu'antérieures aux pratiques. De là, deux choses. La structure de l'activité constructive avec l'architecte à sa tête. Le mot architecte se compose de deux mots grecs qui se traduisent par constructeur en chef. Deuxièmement, la possibilité qu'a l'architecture de transmettre des significations, c'est-à-dire des idées. Ce régime a été soutenu par le dessin, constitué à son tour par la géométrie projective et un langage symbolique, deux systèmes conventionnels qui faisaient du dessin architectural un système de représentation dont on parlera tout à l'heure. La représentation est une modalité générale de la perception du monde. Comme montre Umberto Eco dans ses romans, tout aperçu recèle une réalité non aperçue. Or, l'architecture actuelle ne se fait plus à base de la représentation, sinon de la simulation, modalité de la perception opposée à la représentation. Avec la simulation, les aperçus sont acceptés tels quels. Elle ne recèle rien. Ce que l'on voit est ce qui est, et c'est tout. Pour mieux comprendre cette transformation, il faut d'abord demander comment le dessin a fonctionné dans l'architecture traditionnelle, c'est-à-dire depuis la Renaissance. Ferdinand de Saussure, dans son livre Introduction générale à la linguistique, a défini la représentation comme un décalage entre le signe et le signifié. Ce décalage sépare définitivement le signe, c'est-à-dire dans l'architecture du dessin, de la réalité. Représenter trois dimensions sur une surface plate requiert d'abord une abstraction accomplie par la géométrie et deuxièmement un langage symbolique, c'est-à-dire arbitraire, que Saussure pensait que tout langage était obligé d'être. Ça crée un espace imaginatif et ambigu. Ambigu parce qu'aucune représentation n'est identique avec la réalité. Il reste toujours un contenu supplémentaire en dehors de n'importe quelle représentation. Donc, le vrai projet existe dans cet espace. Cela, donc, je dois changer de diapo. Pardon. Un dessin qu'a fait un de vos collègues qui sont maintenant, je suppose, morts. Mais ça a été fait peut-être dans cette salle même, à l'école des Beaux-Arts, dans l'ancien régime. Et voilà ce qu'on fait maintenant, au lieu de faire des dessins. Je vous demande ça, une maquette numérique qu'on regarde là, ou est-ce une photo? Il est difficile de savoir. Et en fin de compte, je crois, cela ne fait rien. Ça remonte à la même chose. Oui, on a dit.
Donc, le vrai projet existe dans cet espace ambigu entre la représentation et la réalité. Et cela établit l'imagination de l'architecte comme le véritable site du projet. OK, on est en train de parler. OK. Pardon, j'ai oublié d'avancer les diapositives. À la gauche, là, on a un dessin que j'ai trouvé dans un bouquin sur la géométrie projective, décrivant un escalier et en forme de coquillage et la géométrie assez compliquée qu'il fallait pour le transmettre dans un morceau de bois. À la droite, une planche des plans de bâtiments que moi j'ai fait dans mon atelier qui montre les détails et j'ai mis cette planche-là pour vous montrer ce que je veux dire par système symbolique. Ce ne sont pas seulement des dessins, il y a aussi des mots, il y a des numéros, des dimensions et tout ça, pour montrer où il y a de l'isolement, des briques, du béton et tout ça. Et c'est fait pour montrer aux constructeurs comment assembler les morceaux du bâtiment. Et il faut non seulement la géométrie, qui est important, mais aussi un système de symboles déjà entendu par les architectes et les constructeurs. Bon, je parlais d'espace ambigu. Voilà deux dessins qui montrent ce que je veux dire. Cet espace ambigu établit l'architecte comme l'autorité ultime sur le projet, comme son originateur, concepteur et auteur, et de là sa position comme chef du projet. Ça permet que l'architecte représente plusieurs sortes d'idées dans des dessins. Vous avez ici des gros barres d'Erich Mendelsohn, architecte allemand, pour un projet qui s'appelait la maison Columbus. J'ai toujours admiré ces dessins par sa rapidité, la précision de ses gestes et les formes arrondies qu'ils évoquent. Et on a ainsi des diagrammes de Louis Kahn, un pas mes maîtres parce que je ne connaissais pas, mais il avait formé l'école d'architecture à laquelle j'ai assisté. Et ça montre la capacité des dessins d'exprimer à la fois l'espace, l'organisation des espaces, les effets comme la formation de l'espace par les forces intérieures et la façon dont le soleil entre le bâtiment peut exprimer beaucoup de choses dans un seul dessin. Et étant un système de représentation, ça lie l'architecture avec les autres arts plastiques et lui permet un champ de signification sans limite. Un dessin est aussi un objet concret. Et ça nous amène au sujet de l'artisanat. L'artisanat est une connaissance et habilité avec ces outils et matériaux développés à long terme. C'est une autre base de l'autorité de l'architecte. Ça crée un lien avec les constructeurs qui, eux aussi, ont leur propre artisanat avec leurs matériaux. Ça demande une compréhension approfondie des propriétés des matériaux et la nécessité de les prendre en considération afin qu'un ouvrage réussisse. Ça est très important. Quand on fait un bâtiment, il faut naturellement que les matériaux et les méthodes de les assembler correspondent aux propriétés des matériaux. Quand on fait un dessin, c'est la même chose. Si on veut exprimer, par exemple, des ombres, si on fait avec
à l'encre, on le fait d'une certaine façon. Si on fait au crayon, on le fait d'autres façons. Il faut la qualité du papier sur lequel on dessine, on doit le comprendre pour atteindre les effets qu'on cherche. Donc, je trouve que ça, c'est un parallèle entre la compréhension des matériaux, des outils, qu'a l'architecte en dessinant et le constructeur avec ses matériaux physiques. Et je trouve que ça, c'est très important. Par là, l'architecture entre naturellement dans le cadre du monde concret. Et là, je crois qu'il y aura quelques-uns de vous, parmi vous dans la salle qui trouveront qu'il n'est pas forcément important que l'architecture entre dans le cadre de la nature. Je ne sais pas comment ça se fait en France maintenant, mais aux États-Unis, il y a pas mal d'architectes qui ne trouvent pas qu'il faut que l'architecture soit naturelle. Ils sont enchantés par la non-réalité, par l'imagination, je crois que c'est l'imagination, de leur création. Mais à mon avis, l'architecture doit faire partie du monde naturel et c'est beaucoup de sa signification de ce lien. Bon, passons à la simulation. Selon Baudrillard, la simulation est une modalité de la perception du monde où les effets sensibles constituent la réalité sans tenir compte d'une façon dont ils ont été créés. La simulation est donc performative, compris seulement par son opération, sa performance, ses effets. Prenez l'exemple d'une simulation. Oups, oh mais c'est vraiment. Ça montre les façons dont un dessin peut être un objet concret. Le dessin à la gauche de Carlos Scarpa, architecte italien, un projet pour le cimetière de la famille de Vega. Et à la droite, une façade d'un gratte-ciel, un ami à moi, qui était à l'école d'archi avec moi pour un concours Soline fait au charbon, que je trouvais très évocatif pour la qualité du charbon qui exprimait en même fois une certaine précision de la forme du bâtiment. OK. La simulation. Voilà une image qui est sortie d'une simulation scientifique représentant un trou noir. Et dans cette simulation, on ne s'occupe pas de comment a été créée l'image qu'on voit. Cette simulation peut paraître peut-être une image, une photographie prise avec un télescope d'un vrai trou noir. Cela, en fait, est impossible. Mais même les scientifiques se plaignent de ce genre de simulation parce qu'on peut voir que quand on regarde un vrai trou noir, ce qui est impossible, évidemment, ce n'est pas un bon procédé de représenter quelque chose qui est impossible à voir. En fait, c'est le résultat d'un calcul plutôt compliqué fait par un ordinateur. Et le fait que ça ressemble à quelque chose qui n'existe pas est un grand problème pour la science et pour l'architecture aussi. Une simulation remplace ou devient la réalité, car il n'y a rien derrière le rideau.
On appelle l'objet créé par une simulation Baudrillard, l'a appelé un simulacrum. Un simulacrum est un signe sans signifier, ou mieux, un signe qui ne signifie rien que lui-même. Dans l'architecture, les simulacres sont créés par des maquettes numériques qui reproduisent la performance du bâtiment sur un ou plusieurs niveaux. La simulation est une modalité de la perception, et ça réside dans l'architecte, dans le cerveau de l'architecte. Le simulacre est créé par l'ordinateur, mais la simulation est un effet dans le cerveau de nous les architectes. Ceci est important. Ce ne sont pas les maquettes qui sont la cause de la simulation dans l'architecture, c'est l'attitude des architectes. Et c'est cela qui, je crois, doit changer si on veut conserver l'architecture. Avec le logiciel du type BIM, avec le logiciel du type BIM, la simulation est entrée dans la conception en profondeur, car ces logiciels rendent le projet visible en 3 dimensions virtuelles dès le début. D'abord. Deuxièmement, permettre des informations illimitées liées avec les éléments de la maquette, comme ça. Et créer la possibilité de vérifier plusieurs aspects de la performance du bâtiment dans le sens scientifique, tels l'éclairage, le chauffage, l'intégrité structurelle, etc. Et donc, la maquette BIM peut devenir une simulation dans le sens scientifique. La vision devient performative, comme tous les autres aspects de la simulation. Et c'est peut-être un peu difficile à comprendre quand je vois quelque chose où je me demande qu'est-ce que cela représente. Je vois le visage d'un homme et je me demande est-ce qu'il est fâché, est-ce qu'il est content, ou je vois simplement une image. Je me dis, c'est une image d'un homme qui est fâché ou d'un homme qui est amusé ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout la même chose que de se demander est-ce que cet homme que je vois est fâché ou amusé. J'espère que vous voyez la différence. Donc, l'attitude de l'architecte envers la maquette est décisive. Est-ce qu'on y voit le projet ou c'est-à-dire, est-ce qu'on fait, quand on manipule la maquette, est-ce qu'on manipule le projet dans le cerveau ou est-ce qu'on voit seulement une représentation du projet? C'est-à-dire, on pense que ce qu'on voit sur l'écran de l'ordinateur est simplement comme un dessin, peut-être en 3 dimensions virtuelles, mais comme un dessin, ça représente quelque chose que j'ai toujours au cerveau. Et c'est un peu subtil, mais c'est une différence que je trouve très importante. Il paraît que la fidélité d'une représentation en 3 dimensions à l'écran d'un ordinateur n'est pas très importante. Il paraît que le cerveau humain est très habile à construire une réalité à partir d'une image qui n'est pas très fidèle, qui n'a pas beaucoup de détails. Et c'est surtout important pour nous les architectes parce que nous allons créer des mondes. C'est un peu pour ça que nous voulons devenir des architectes. On veut créer des mondes avec nos projets. Et si on voit un monde possible sur un écran d'ordinateur, on tombe très vite dans ce que j'appelle la piège de la simulation. On croit être en présence d'un bâtiment et non seulement d'une représentation d'une idée de bâtiment. La simulation d'après Baudrillard est un phénomène social, non seulement architectural. La simulation, comme j'ai déjà dit, est une modalité de la perception du monde. Et seule l'opération, autrement dit, la performance est aperçue.
et fait sans s'occuper des causes, c'est-à-dire interroger une représentation peut mener à une compréhension plus approfondie. Mais si on interroge une simulation, on n'arrive qu'à la simulation. Si je demande comment on a créé cette image, la réponse sera on a fait un logiciel et voilà le résultat. Il n'y a pas d'explication qui concerne les étoiles ou la gravité, les choses physiques. Il n'y a que la simulation derrière cette image. Et au niveau social, on trouve plein d'exemples où la performance, l'opération a remplacé la signification. Par exemple, la loi remplace la justice. Le divertissement remplace l'art et l'image remplace la signification. Si on regarde dans la société en général, on verra ça. Et c'est pas très original comme observation de ma part que ces choses ont eu lieu. Donc, je parle de la piège de la simulation. Il faut demander pourquoi la maquette numérique a-t-elle remplacé le dessin comme notre outil principal? D'abord, par son efficacité. Pour l'architecte, ça l'aide à éviter des conflits dans ses dessins. Ça facilite le travail d'une équipe de conception. Et s'il faut faire des changements, il est plus facile de les effectuer dans tous les dessins, partout dans le projet. Généralement, dans une maquette BIM, il suffit de le faire dans un endroit dans la maquette et tous les dessins qui sortent de la maquette vont montrer le changement. Des images à 3 dimensions virtuelles, c'est très facilement les maquettes BIM, sont plus faciles à comprendre pour les clients, pour leurs investisseurs, c'est très important, au moins aux États-Unis, et pour le public. Et ça répond à la modalité prévalente dans la société générale. Le monde entier est composé de simulations, et donc il convient que l'architecture fasse la même chose. Et finalement, il y a le plaisir. On jouit de voir ces mondes devenus réalité, si on peut l'appeler ainsi. Il faut bien comprendre que le but d'une maquette du type BIM, du type dont je parle, n'est pas la conception. Ces logiciels n'ont pas été inventés pour nous aider à concevoir nos projets. Le but, par contre, c'est la coordination. C'est conçu pour bénéficier nos clients qui nous payent, qui paient pour les bâtiments. Pour les clients, les bénéfices sont qu'il y a moins de malentendus entre le client et le client et les concepteurs, c'est-à-dire entre le client et ses architectes. Si je montre un dessin à 3 dimensions virtuelles au client, et mieux si je peux le faire révolver sur l'écran, il croit voir un bâtiment tout fait. Il croit voir ce qu'il est en train d'acheter. Il y a moins de conflits dans les documents, donc il y a moins de coûts et moins de temps perdu pendant la construction. Et le projet, par conséquent, coûte moins et prend moins de temps à construire. Donc, tous ces bénéfices sont pour le client et réfléchissent sur l'architecte une compréhension et qu'on avait pris les intérêts du client plus sérieusement, comme les architectes sont toujours soupçonnés
de poursuivre leurs propres désirs et non ceux de leurs clients. C'est toujours un soupçon que tiennent les clients des architectes. Mais nous utilisons ces logiciels du type BIM pour la conception pour des raisons qui sont très faciles à comprendre. C'est plus facile. Si quand on commence ce projet dans l'ordinateur, dans cette maquette numérique, c'est plus facile de poursuivre le projet jusqu'à à sa fin. Si on commençait avec un dessin ou dans une autre média, il faudrait à un certain moment transposer le projet du dessin à l'ordinateur. C'est plus facile de commencer avec l'ordinateur, même si ce n'est pas vraiment un outil bien conçu pour faire la conception architecturale. Au début, j'ai commencé à utiliser ces logiciels en 1995. Et ils étaient à l'époque très peu développés. Mais depuis, les entreprises qui fabriquent ces logiciels ont fait que la conception devient de plus en plus facile avec leurs outils dans les logiciels du type BIM, mais aussi dans la possibilité de faire comme un plugin, par exemple Rhino, qui est fait pour la conception, et Revit. Je ne sais pas si vous en servez de ce logiciel. C'est ce que nous faisons aux États-Unis. Et donc, il est devenu plus facile, c'est-à-dire il y a moins de limites pour la conception si on le fait avec une maquette BIM. Et ça a contribué à séduire les architectes de tomber dans ce piège de la simulation. Mais est-ce possible de l'évader? Il faut se rappeler que dans les mains d'un bon architecte, tel Frank Gehry, les méthodes facilitées par ces maquettes numériques mènent parfois à de bons résultats. Donc, je ne crois pas qu'il faut nier l'utilisation de ces maquettes dans le pratique d'architecture. Et aussi, comme je viens d'expliquer, nous sommes obligés de travailler avec un maquette numérique pour bénéficier de nos clients. Mais nous ne sommes pas obligés de les utiliser comme des simulations. C'est une question de notre attitude envers les maquettes. Une maquette numérique peut être vue et utilisée comme une représentation. Donc, j'ai quelques recommandations, comment on peut faire ça, comment on peut utiliser les maquettes numériques comme une représentation et non comme une simulation. Donc, la première chose à faire quand on commence un projet, c'est de concevoir le workflow. Quelles seront les étapes de la conception, quels outils on va utiliser à chaque étape. Si on veut commencer avec un dessin et passer plus tard à une maquette numérique, il faut renaître le moment où on fait ce transfert au plus tard, afin de rester dans la représentation aussi longtemps que possible. Et une fois la maquette commencée, il faut éviter les affichages qui paraissent réels. C'est-à-dire, les clients demandent toujours de savoir comment ça va apparaître, quelles couleurs sont les briques, quelles couleurs les matériaux, les toits et tout ça. Et je leur dis, patientez. D'abord, il faut décider l'organisation du bâtiment, la forme de sa masse, et la composition de sa façade, et après,
on parlera des matériaux. Donc, je ne fais pas des renderings que plus tard. Et il est possible d'utiliser ces logiciels de façon que leurs produits paraissent des dessins et non pas des photos d'un bâtiment qui n'existe pas encore. Et même après que la maquette a été commencée, on peut le supplémenter avec les dessins des maquettes physiques et autres représentations. Et la combinaison évite qu'on regarde la maquette comme une réalité simulée. Pour terminer, je veux parler un peu de la renaissance du dessin. Si nous voulons, il faut restaurer le rôle de la représentation, c'est-à-dire du dessin dans l'architecture. Si nous voulons que l'architecture soit un champ de discours social, que l'architecture fasse partie de notre culture matérielle. Si nous voulons faire des liens avec l'histoire autour du style Disneyland, si nous voulons nourrir les racines de l'architecture dans la nature, et si nous voulons conserver l'autorité de l'architecte dans la construction. Je vous recommande de faire des collages à toute étape d'un projet. Car dans un collage, en agissant la main, on retrouve une autre signification de la forme qu'on voit sur la page. Voilà quelques collages que j'ai fait moi-même aussi, si j'ose les rapprocher à ceux d'Alvaro Siza, un autre architecte que j'admire beaucoup. Je trouve les collages très utiles à n'importe quelle étape du projet. Et là, je vais terminer. Et s'il y a des questions, je serai très content de vous répondre. Alors, plus difficile de s'employer. C'est mini, je sais pas. Allô. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Je fais juste l'introducteur des questions-réponses qui vont suivre. Là, j'ai un certain nombre. Alors moi, Betty m'a demandé d'intervenir plutôt sur la question du BIM, que je connais mieux que la question de la représentation. Néanmoins, je m'interroge dans votre présentation sur la place de passer de la représentation à la simulation comme un moyen ténu de discuter à la fois le simulacre que peut être inhérent la pratique BIM et l'espace ambigu que vous appelez que réserve la représentation. Néanmoins, vous passez de l'un à l'autre sans parler de modélisation, ou très peu, qui a notamment été, je regarde Philippe Morel sur la modélisation et la simulation, un ouvrage de Fontaine qui met en tension la modélisation et la simulation, parce que la pratique BIM met en œuvre un nouvel outillage, un nouveau bagage qui est la modélisation de maquettes numériques. Vous l'avez dit, faire une maquette physique est différent de faire une maquette numérique. Ma première question, donc, ce serait est-ce qu'on peut passer directement de la représentation à la simulation, ou est-ce que il y a dans la pratique BIM un passage de la modélisation inhérente, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on la questionne au regard de ce que vous nous avez dit jusqu'à présent? Et j'en ajoute une deuxième, et après je vais laisser la place à la salle. C'est la question de l'autorité. Vous avez beaucoup dit comment on préserve l'autorité de l'architecte, et je crois que c'est une vraie question avec l'instruction. Alors, pour le coup, je parle plutôt personnellement des démarches BIM, parce que c'est un ensemble de choses, c'est pas uniquement l'utilisation d'un logiciel, à mon sens,
mais qui fait émerger effectivement des nouveaux acteurs qui déplacent les frontières professionnelles de responsabilité, mais aussi de compétences intrinsèques. Un architecte qui a une autorité sur la représentation symbolique des choses et qui, face à cette nouvelle démarche-là, cela va peut-être diluer et auquel cas négocie, d'un autre côté, négocie lui aussi d'autres frontières professionnelles avec d'autres acteurs qui n'étaient pas présents jusqu'à présent. Je ne sais pas si je me fais comprendre, sinon je repréciserai la question. Ok. Je ne sais pas si c'était assez clair pour la. Voilà. Ok. Ok. Et après, je me fais passer de micro. Je crois qu'il y a plusieurs questions dans votre question. J'aurais pu mentionner la complexité des bâtiments actuels comme une raison pour notre utilisation des maquettes PIM. Quand il s'agissait d'empiler les briques ou les morceaux de pierre, l'architecture était relativement simple. Mais maintenant, il y a tant de systèmes qui doivent opérer en même temps, en coopération. C'est pour ça que la coordination est devenue tellement difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin de quelque chose comme une maquette BIM, parce que faire la coordination de tant de systèmes très techniques et qui doivent occuper le même espace, c'est pas évident. Mais avec les maquettes BIM, enfin les maquettes BIM composées, c'est-à-dire l'architecte en fait une, l'ingénieur de structure en fait une, l'ingénieur de chauffage en fait une, et on peut les composer avec un logiciel spécial. Et c'est ce que je ne réponds pas à votre question. OK. Bon, la complexité rend le rôle traditionnel de l'architecte comme chef de projet, comme concepteur de projet, plus difficile. Et donc, j'ai un ami, un prof d'archi, qui aime appeler les architectes les coordinateurs en chef. Ça me fait horreur. Je ne pense pas à mon rôle comme architecte. Mais en fait, je passe pas mal de temps à faire ça. Mais la conception du projet doit comprendre ce rôle et pas être remplacé par ce rôle, si vous me comprenez. Ça va? Je ne veux pas prendre trop de temps à la société, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément en adéquation avec, pour ma part, un maître d'ouvrage qui veut un projet de film ne paye pas pour de la coordination ou pour une meilleure coordination de ce que j'en sais, il paye pour l'utilisation des données d'une maquette numérique une fois que le projet est livré. Donc c'est plutôt pour la maintenance et l'exploitation d'un projet et non pas pour tout ce qui s'opère pendant cette phase-là. Mais par contre, ce que vous dites est totalement vrai sur la coordination, et on voit l'émergence de nouvelles figures architecturales, un building manager et une personne qui vient coordonner les corps d'état des maquettes dont vous avez évoqué, qui ont pour objectif. Et là encore, le building manager est une nouvelle profession, est un nouveau profil dans le champ de l'architecture et des métiers de l'architecture, qui n'a, alors pas rien à voir, mais en fait assez rien à voir dans le sens où, juridiquement parlant, au point de vue des assurances, ils ne sont pas responsables des mêmes choses. Donc un building manager n'est pas responsable de la construction et n'a pas de responsabilité décennale sur le produit, le projet physique. Il a une responsabilité sur le projet numérique. Donc, mais par contre, ça entre effectivement en tension avec l'autorité de l'architecte et s'il est ou pas coordinateur en chef comme vous dites, ou s'il est dépossédé de ce pouvoir-là qui lui était jusqu'à présent, qui lui incombait jusqu'à présent traditionnellement et culturellement. Voilà. Ok. Peut-être qu'il serait mieux de parler, au lieu de parler de l'autorité de l'architecte, il serait mieux de parler de la capacité d'un projet d'exprimer des idées. À mon avis, c'était le rôle traditionnel de l'architecte, de
trouver des moyens d'exprimer des idées à travers la construction. Si on n'est qu'un coordinateur, on n'a pas la possibilité d'insérer des idées dans le projet. On occupe son temps à vérifier le travail des autres ingénieurs, des autres concepteurs. Et il faut une autorité pour mettre des idées dans un projet. Un groupe d'ingénieurs ne peut pas avoir des idées. Ils peuvent avoir des désirs pour la fonction, mais des idées, comme nous sommes accoutumés à parler dans l'architecture, non, ça n'existera pas. C'était le rôle de l'architecte. J'ai écrit un essai sur l'architecture comme une éthique d'ingénieur. Corbeau a dit qu'il y avait une esthétique d'ingénieur. Moi, je pense qu'il y a une éthique qu'il faut, je ne veux pas dire imposer, c'est un peu dur, mais et je ne veux pas dire que les ingénieurs ne sont pas des gens éthiques. Je veux dire que, pour moi, quand je dis éthique, je veux dire faire des choix à partir de raisons non pratiques, pour avoir des idées, pour faire un choix et pas l'autre. C'est ça que je comprends par l'éthique. Et les ingénieurs ne comprennent qu'une seule éthique, que le problème soit, comment dire, réglé, réglé, résolu. OK. Si l'on veut autre valeur dans le projet, c'est à l'architecte de le faire. Et bien sûr, on ne veut pas que les bâtiments ne fonctionnent pas. Mais si l'on veut qu'ils fassent autre chose, c'est le rôle de l'architecte. Et quand je parle de l'autorité de l'architecte, c'est ça que je veux dire. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier vivement pour cette conférence qui, je pense, mériterait d'être entendue ailleurs, parce que c'est, je pense, une question importante, voire fondamentale. Et donc, j'avais une question assez terre à terre à vous poser, qui est comment s'est opéré pour vous le passage du BIM au dessin? Parce qu'il paraît logique que quelqu'un qui n'a jamais arrêté de dessiner prêche pour le dessin et défende le dessin. Comment vous, en ayant manipulé à un moment des logiciels de simulation, vous avez réussi à revenir au dessin? Dans cette question, il y a aussi comment concrètement vous avez réussi à prendre ce temps dont vous avez dit qu'il n'était pas forcément, qu'il était plus long que de concevoir directement par modélisation 3D. Je n'ai pas bien entendu. À quel moment tu as pu revenir? Est-ce que tu es revenu au dessin après avoir utilisé le BIM? De quelle manière tu es revenu au dessin? Et pourquoi et comment tu as pu prendre le temps de revenir au dessin dans ta pratique professionnelle? OK. À vrai dire, je n'ai jamais abandonné le dessin. Ce n'est pas question de revenir, c'est plutôt question de... c'est comme j'ai été divisé. Pour satisfaire mes clients, il fallait que j'apprenne à utiliser le BIM. Mais pour concevoir mes projets, j'ai toujours utilisé le dessin. Et pour moi, la difficulté a été d'apprendre à utiliser le BIM d'une façon qui me satisfaisait. Et cela est devenu de plus en plus facile avec le temps parce que les logiciels se sont développés. Et je n'ai jamais eu à revenir au dessin. Bonjour.
Vous dites que le dessin est important à toutes les étapes de votre conception, mais je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez préciser pourquoi c'est vraiment indispensable de dessiner? Parce que dans plusieurs écoles, le dessin est abandonné, notamment en celle où j'enseigne. Et je voudrais savoir si vraiment le dessin est quelque chose de primordial, de fondamental, et pourquoi. Parce que vous dites que c'est important, pourquoi ça l'est? Enfin, moi, je suis assez d'accord, mais est-ce que vous pouvez mettre des mots là-dessus? En quoi le dessin est important? Pourquoi le dessin est important? C'est un enseignant de dessin dans une école d'architecture ou une autre école, on dessine beaucoup moins. Et pourquoi est-ce primordial? Pourquoi le dessin est primordial? Pourquoi est-il indispensable? C'est une question. Pourquoi faut-il dessiner? Pourquoi faut-il dessiner? C'est la question. Ouais. Ta question, c'est pourquoi faut-il dessiner? En architecture. J'avoue que ma question est complètement débile. Mais je suis dans une école où le dessin disparaît dès la première année. Et je suis moi-même enseignant de dessin dans cette école, qui est un peu un problème. Je ne vais pas te dire quelle est l'école, mais en fait, en quoi le dessin est important alors que maintenant il y a des outils numériques où certains professeurs disent que ça peut remplacer le dessin. Oui. Donc vous dites que le dessin est important, moi je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous pouvez mettre des mots là-dessus, expliquer pourquoi le dessin est important? Pourquoi le dessin est important alors que à partir de la deuxième année de projet, les profs disent non, on n'a plus besoin maintenant. Ok. Merci. J'ai du mal à entendre. Il y a le problème du français, mais aussi mes oreilles ne marchent pas. Pourquoi est-il important de dessiner pour un architecte? À part ce que j'ai dit à propos de la simulation et comme une manière de rencontrer le monde et qui manque de signification, apprendre à dessiner et apprendre à confronter ses idées avec les matériaux. Je crois que je parlais un peu de ça. Mais aussi, je n'ai pas parlé beaucoup, mais dans mon livre, j'en parle, que avoir un certain savoir dans le corps, dans la main et dans le corps entier. L'expérience d'avoir une image au cerveau et de le mettre sur un morceau de papier en remuant la main, l'épaule, le bras. Et quand on apprend à dessiner, on apprend à faire ça d'une manière qui te permet de transmettre ce que vous avez dans la tête sur un morceau de papier, afin que ce soit visible non seulement à vous, mais aussi à l'autrui. C'est la manière de communiquer une idée qu'on a dans la tête à d'autres personnes et avoir leur avis sur ce que vous pensez. Et il y a une espèce de reflet continu entre ce qu'il y a dans la tête et ce que vous voyez sur le papier. Et ça va dans les deux sens, continuellement. Et moi, je trouve quand je mets quelque chose, quand j'enregistre quelque chose dans un ordinateur, ça y est, c'est tout. J'hésite beaucoup à faire ce trajet de retour à ce que j'ai en tête
parce que ça paraît tellement réel dans l'ordinateur. Donc, quand je fais un crowbar comme ça, je sais que ce n'est pas exact. Je sais qu'il y a une certaine distance entre ce que j'ai pensé et ce que j'ai mis sur le papier. Je ne sais pas si c'est l'expérience de beaucoup de gens, mais quand je vois quelque chose dans un ordinateur, c'est comme terminé. Ça devient, ça acquiert une certaine autorité. C'est un peu bizarre parce que c'est moi qui je l'ai mis. Et une fois que je le vois sur un ordinateur, je crois que c'est concret, c'est fini, c'est défini. Et l'ambiguïté que j'ai en tête se reflète dans l'ambiguïté ce que j'ai sous la main, si vous voulez. Et il n'y a pas d'ambiguïté dans une image, dans un ordinateur. Il doit en avoir. Nous devons apprendre à penser qu'il y a une certaine ambiguïté. Mais dans un ordinateur, une ligne est là, où il est là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et je trouve que l'ambiguïté est très importante pour la conception architecturale. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, merci. Mais alors, excusez-moi. Là, vous parlez déjà d'un dessin que vous avez acquis. D'accord? En fait, vous savez dessiner, vous faites des crowbars. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Il y a des élèves ici. Et comment vous les emmenez à cet apprentissage du dessin? Comment peut-on amener les élèves à cet apprentissage du dessin? Par l'imagination ou par l'observation? Comment on peut amener les élèves à l'apprentissage du dessin par l'observation, par l'imagination? Comment est-ce qu'on peut amener des élèves d'école d'architecture à se saisir du dessin? Est-ce que c'est par l'observation, l'imagination? Comment s'y prendre par rapport aux étudiants? Pour enseigner le dessin? Non, pour les faire aller vers le dessin naturellement. Après, il suffit pas de leur demander de le faire. Oui. Si j'ai bien compris vos questions, il ne suffit pas de demander aux étudiants qu'ils le fassent. De faire comment amener les étudiants. Ta question, c'était comment amener les étudiants à dessiner, c'est ça? Oui. Non, oui, mais quand on les emmène en dessiner un peu, que doit-on leur apprendre qu'ils dessinent? Est-ce que c'est dans une salle, dans un atelier, ou est-ce que c'est dehors, en observant déjà l'espace? Est-ce que c'est en observant l'espace plutôt, ou est-ce dans l'atelier? Est-ce que c'est le rapport à la réalité pour apprendre? Ou est-ce que c'est en atelier, sur table? Ok, je crois, j'ai compris. Quand j'étais enseignant, je demandais à mes étudiants de faire des dessins non seulement des espaces ou des trucs architecturaux, mais aussi des idées. Collage. Is that a French word? Collage. Collage. On faisait des collages. Et pour séparer un peu leur niveau enfin, Their skill. Leurs compétences. Leurs compétences dans le dessin. Quand on fait des découpages et des collages, si on n'est pas très bon à dessiner encore, on peut toujours faire des compositions et apprendre comment une composition peut communiquer une idée. Et donc, quand les étudiants sont des débutants dans le dessin et n'ont pas encore la compétence pour le faire eux-mêmes avec leurs mains, le collage est un moyen de leur enseigner, d'apprendre comment on fait une composition en deux dimensions pour exprimer n'importe quoi. Parce que le but du dessin en architecture n'est pas seulement de représenter un espace,
c'est plutôt de représenter des idées. Et en choisissant les matériaux, les médias, l'espèce de papier, les crayons ou l'encre ou autre chose, on fait des choix créatifs. Et si on veut, je leur demande parfois de me faire un dessin qui exprime non seulement, non pas forcément les limites physiques d'un espace, mais les idées ou les sentiments qu'ils veulent exprimer. L'ordinateur est très mauvais pour ça. Et le dessin est peut-être très bon. Mais dans toute école d'architecture, je crois, enfin, c'est vrai chez nous, il y a des différents professeurs qui enseignent le dessin et après le projet, et après le truc technique, la structure. Et avoir une certaine coordination, une continuité dans le programme éducatif dans une école est très difficile. Parce qu'il s'agit de gens qui ont des idées à eux et ne sont pas forcément d'accord entre eux. Quel est important d'enseigner comment regarder l'architecture. Bonjour, j'ai une question. Merci. J'aimerais bien savoir si on peut intégrer l'architecture des beaux-arts dans l'architecture contemporaine. Par exemple, ici en Europe, on voit plutôt à Barcelone la Sagrada Familia que les bâtiments modernes. À Paris, on voit plutôt l'architecture haussmannienne et Louvre que la Défense. Aux États-Unis, vous avez montré une photo des gratte-ciel à New York. Mais nous sommes dans cette fois, moi je suis allé plusieurs fois. Les gens ils font plus attention à Brooklyn Bridge qui est assez gratte-ciel. Donc l'architecture moderne n'indique pas la construction des gens plutôt que l'ancienne. Expliquer peut-être que est moins attiré, le regard est moins attiré par l'architecture moderne qu'ancienne. On regarde plus Brooklyn Bridge que les bâtiments de guéris. C'est-à-dire le regard qu'on porte sur quelque chose d'ancien, que quelque chose qui a été conçu peut-être avec ces logiciels, ça n'a pas le même poids. C'est quelque chose qui fait qu'il a l'impression qu'on regarde plus, le public regarde plus l'architecture haussmannienne ou le pont de Brooklyn plutôt que quelque chose de très moderne, conçu avec... Est-ce que c'est vrai Okay. C'est intéressant comme question. La question de ce que fait le public est toujours difficile à savoir. Je crois que le bâtiment que j'ai montré de M. Guéry a été très bien reçu aux États-Unis. Et on fait des voyages à New York exprès pour le voir. On fait aussi des voyages exprès pour voir le pont du Brooklyn, mais pour des raisons différentes, je crois. On s'intéresse toujours à l'histoire. Et pour les architectes, on s'intéresse toujours aux anciens moyens de construire et comment se sont faits les constructions. J'étais allé à Tour Eiffel hier et c'était incroyable de penser que quelqu'un a dessiné chaque morceau de fer. Et il y en a des, je ne sais pas combien, des milliers de morceaux. Et il y a très peu de répétitions, en fait. Et ils ont fait ça sans l'aide de l'ordinateur.
Mais comme je suis architecte, et cette question m'intéresse. Je ne crois pas que le public s'intéresse beaucoup à comment Eiffel a dessiné la tour. Il y a des gens qui aiment les choses contemporaines et il y a des gens qui aiment les choses historiques et des gens qui aiment les deux. Et pour moi, une fonction de l'art, que ce soit l'architecture ou la peinture ou la sculpture, est de faire les gens questionner ce qu'ils voient. Et quand ils voient le bâtiment de Guéry, je crois qu'ils se demandent comment ils ont fait ça. C'est bizarre. Comment ils ont fait? Et ça, je ne sais pas, 70 étages. C'est énorme, ce truc. Et comment ils ont fait? J'ai un ami qui a travaillé sur ce projet, je sais exactement comment ils ont fait. Ils ont commencé avec des maquettes matérielles, comme ça. Ils en fait des centaines. Et M. Guéry les a regardés et dit: ah non, on sait ça, on sait ça. Il y avait un jeune architecte dans son bureau qui faisait des changements, qui me demandait. Et enfin, M. Guéry était satisfait. On a scanné la maquette physique et c'était le commencement de la maquette numérique. C'est une façon de travailler pour éviter les pièges de la simulation. Et M. Guéry est assez âgé et a commencé quand il n'y avait pas d'ordinateur. Et il avait appris à concevoir à partir des maquettes. Il a continué à faire ça. Mais pourquoi je vais faire comme ça? J'espère que j'ai répondu à votre question. Une question? Bonjour. Ça marche pas. Approche ton. Bonjour. Vous m'entendez? Non. Vas-y, ouais. Ah, comme ça. J'aimerais savoir, quand vous parlez dans une réponse question précédente sur l'ambiguïté et la précision, c'est-à-dire l'ambiguïté du dessin à la main qui donne plus d'opportunités, on va dire, et la précision. Et comment est-ce que au niveau numérique, ça dirait que c'est tout, ça présente pas cet aspect-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière d'avoir au milieu, c'est-à-dire pour mieux collaborer, c'est-à-dire une ambiguïté avec les dessins à la main, où vous dites que il y a un manque d'informations sur une position précise d'un point, par exemple, va nous donner plus d'opportunités à ouvrir plusieurs possibilités, sauf que en fait, cette imprécision peut aussi potentiellement empêcher aux autres de collaborer avec nous parce qu'ils ne savent pas où est-ce que le point se place, par exemple. Et qu'au niveau informatique, il y a un problème et que c'est coordonné tout ça. Du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une manière aussi d'avoir une précision, mais en même temps toujours une ambiguïté qui donne de l'opportunité à une manière de Est-ce qu'on peut avoir à la fois la précision de l'informatique et l'ambiguïté de la main pour faire quelque chose? Est-ce que c'est possible d'obtenir le meilleur des deux dans une seule chose? C'est ça, tu m'entends? C'est ça ta question? Oui. Ok, je peux répéter plus. Ouais, vas-y. Non, c'est pour moi. Ok. If computer. C'est mieux. If by hand-drawn approach we mean that we can maintain an ambiguity that inspires opportunity of changing and then maybe coming up with multiple solutions. And then on the other side, we also have the computer one where despite having a really great precision, so
so coordinates and everything. But that the level of finish actually prevents us from further investigating into the possibilities. Do you think there's a balance, so to speak, that the precision actually allows for teammates or group mates to know what we mean precisely, where the hand draw method may be more inspiring, but in a sense, since it's ambiguous, it's harder to allow our group mates to actually know precisely what we're going for. So they actually think that there's a middle ground somewhere that actually allows us to take the best of the two worlds and maybe come up with something that doesn't ultimately reduce to either computer or Thank you. I understood you that time. Donc ça c'est une bonne question. Je vais essayer de le traduire un peu pour que les autres comprennent. J'ai parlé de l'ambiguïté, mais à la fin, un bâtiment est ici et comme ça, et non là et autrement. À la fin, il faut être précis. Mais je crois que peut-être vous pensez à l'ambiguïté dans le sens de l'ambiguïté de la forme. Moi, je pense à l'ambiguïté de l'idée. Okay. Et cette ambiguïté, la dernière, l'ambiguïté de l'idée, ça existe toujours, même après le bâtiment est construit. Un bon bâtiment, une bonne œuvre d'art recèle une certaine ambiguïté, toujours. C'est pour ça que ça reste intéressant. C'est pour ça que ça a une valeur artistique. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ne trouvent pas que l'architecture soit un art. Moi, naturellement, je ne suis pas d'accord. Mais quand on fait un dessin, on cherche une forme qui doit devenir précise, mais aussi on exprime une idée qui ne sera jamais précisément exprimée au niveau physique. Et quand on fait un dessin, on pose la question sur les deux niveaux, la forme et aussi l'idée derrière la forme. Et à la fin, l'ambiguïté de la forme doit disparaître et devenir concrète et précise. Mais l'ambiguïté de l'idée derrière la forme, ça peut devenir plus clair, mais jamais tout à fait. OK? Ouais, c'est pour ça que par ordinateur, l'ambiguïté de l'idée n'est pas faisable. So it is why, by what I understood, that with computer, it is harder to represent the ambiguity of ideas, which is why it's still, having an advantage with the hand-drawn method itself. I'm sorry, I didn't catch that. Est-ce qu'on peut avoir de l'ambiguïté avec un ordinateur? Si on le regarde comme représentation, oui. Mais il est plus difficile parce que les images que produit un ordinateur paraissent être tellement précises. Et on associe la précision avec les ordinateurs. Donc, l'ambiguïté peut être là, mais on ne le croit pas. Parce qu'on sait que les ordinateurs font des choses précises, quoi. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question très simple sur la partie des gros barres, des dessins. Est-ce que vous pensez directement en fait, à l'aspect technique, tout en général, quand vous dessinez, ou est-ce que vous laissez votre main dessiner sans penser à tout l'aspect derrière de faisabilité du projet,
j'imagine que ça dépend si tu fais des dessins sur un sujet particulier ou juste par rapport à une contemplation ou une observation. Je sais pas si c'est clair. Si tu penses à pardon. Est-ce que derrière le croquis, est-ce que tu penses à l'ingénierie qui se cache derrière? Est-ce que tout est déjà là au stade du croquis? Est-ce qu'il y a la technique derrière, derrière l'acte du croquis? Est-ce qu'elle peut être là, présente, la technique? Oui, au moment du croquis. C'est-à-dire, si je pense par exemple à la structure, quand je fais du crowbar. Okay. C'est une bonne question. Avec l'expérience, avec le temps, on apprend à prendre en considération la structure quand on fait un crowbar d'un bâtiment. On pense qu'il faut que ce mur a une certaine épaisseur. Par exemple, un plancher doit avoir une certaine épaisseur. En fait, quand on voit les crowbars des débutants, c'est précisément ça qu'ils savent pas mettre dans le dessin, dans le crowbar. Mais on apprend à faire ça avec de l'expérience. Et là, il y a une dimension intéressante, parce que on peut inventer en même temps. Par exemple, si je veux absolument qu'il y ait, par exemple, un plancher qui n'est pas très épais, je dessine et en même temps, je me demande comment on pourrait construire ça. Et je peux, à côté du crowbar que je suis en train de faire, je peux faire un petit crowbar de comment on pourrait construire ce plancher. Et c'est un des avantages des crowbars qu'on peut, sur une seule planche, on peut faire plusieurs et étudier plusieurs aspects de son idée. Dans l'introduction de la séminaire dans le maître qu'on a dessus, c'était écrit qu'il y a une relation entre le titre de votre livre et le titre d'un article qui est écrit par Michael Graves. Je veux savoir c'est quoi la relation avec l'article de Graves, Michael Graves, sachant que lui, dans ses dessins, il a plutôt dessiné en 2D, dans les relations courtes, mais il n'a pas allé plus loin plutôt dans son travail, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la côté perspective. Donc, qu'est-ce que Michael Graves a dit dans cet article qui vous avait inspiré pour créer le titre de votre livre? C'est dans le rapport avec l'article de Michael Graves dans le New York Times, que tu cites, c'est la première phrase où il parle de quel est le rapport entre ce que tu développes et Michael Graves, qui lui a plutôt délivré des dessins qui sont bidimensionnels et pas vraiment, qui ne montrent pas vraiment l'espace. Dans cet article que tu cites, tu vois lequel c'est pourquoi les architectes arrêtent de dessiner. Et j'ai envoyé le lien en fait, au New York Times de cet article-là où il commence par dire le dessin est-il mort en architecture. Et tu dis dans ton livre que que cette phrase un peu, enfin, donc quel est tu vois le contenu de l'article ou tu te rappelles plus? Bon, c'est moi qui ai écrit l'introduction, donc il ne se souvient plus de l'article, mais en gros la phrase d'ouverture de l'article c'est le dessin est mort. Donc ça vient de là, il en parle dans son bouquin. Donc l'article de Michael Graves date de 2012 et le livre de 2014, donc c'est vraiment, ça a presque plus de 10 ans, mais il raconte la même chose dans les grandes lignes sur une redécouverte qu'il fait lui-même du dessin parce qu'il est pris dans les grandes,
agence énorme et tout ça, et qu'à un moment, en s'amusant, en faisant un jeu avec un collègue, il se passe un morceau un A4 pendant une conférence où il s'ennuie et il commence à échanger des dessins, des plans qui complètent l'un et l'autre. Et donc, il parle de cette magie-là qui ne peut qu'advenir, donc il redécouvre le dessin à ce moment-là. À vrai dire, je ne me souviens pas bien de cet article. C'est Ahmed que tu cites, c'est Ahmed, donc tu parles de son travail. Donc le travail de Ahmed est cité dans le livre de David, c'est Ahmed Abdelker, tu sais, la structure en sable et en. Donc c'est lui, voilà. J'admire beaucoup votre travail. beaucoup. Sur plusieurs niveaux. Je profite, et encore quelques autres questions, je profite pour en glisser une. Pensez-vous vraiment qu'il y a une incompatibilité profonde entre le dessin à la main et ce que vous nous avez présenté comme la simulation BIM en particulier, dans la mesure, je dirais prospectivement, où on a vu des enseignants d'autres écoles et des enseignants de l'école de Paris-Malaquais enseignent ou pas le dessin à la main, et pour autant, nombre de ces étudiants-là vont sortir dans la vie active et vont être confrontés à la production et à la simulation telle que vous la présentez. La question, elle est plutôt portée sur les écoles d'architecture. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incompatibilité intrinsèque à apprendre à faire du projet entre le dessin à la main et la production de maquettes virtuelles ou de la simulation, puisque vous êtes l'exemple type d'une personne qui fait les deux et qui vraisemblablement le fait bien. Tu as entendu qu'est-ce qu'il y a une incompatibilité dans les écoles, dans l'enseignement de l'architecture entre le dessin à la main et la simulation. Donc, les étudiants, donc certains profs utilisent ou pas dans leur enseignement, enseignent ou pas dans le projet à utiliser la main ou pas, et ces étudiants-là après vont dans la vie active. Comment réconcilier les deux, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est incompatible Quand ils arrivent à l'école d'architecture, les étudiants ne sont pas vides. Ils sont déjà formés par leur expérience antérieure du monde. Et maintenant, cette expérience est dans un monde créé par la simulation. C'est inévitable. Et donc, si on veut apprendre, si on veut leur enseigner à penser de manière de représentation, il faudra leur enseigner à penser d'une façon différente. Ça dépendra bien sûr de l'individu, mais il remonte peut-être à la question pourquoi veulent-ils être des architectes? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quand moi j'ai commencé mes études, c'était parce que j'avais des idées que je voulais exprimer, que je voyais dans les bâtiments, dans les environnements que je connaissais, et je voulais continuer cette tradition, bien sûr avec d'autres moyens, avec d'autres idées, et je me voyais comme inséré dans une tradition qui existait déjà. Je ne sais pas exactement que voient les étudiants maintenant quand ils se baladent à Paris, quand ils regardent les bâtiments historiques. Est-ce qu'ils savent quelque chose de leur histoire et est-ce que ça leur dit quelque chose? Ou est-ce que ce sont seulement des objets anciens qui signifient seulement leur âge? C'est quelque chose d'ancien. Si les étudiants maintenant sont formés par la simulation, ce sera difficile de leur apprendre à dessiner dans le sens
que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Je n'enseigne plus, donc je ne suis pas très au courant de la mentalité des étudiants maintenant. Mais je peux facilement imaginer que ce serait difficile, parce que ce serait leur introduire une manière de penser qui leur sont étrangers. Oui, c'est la démonstration que le dessin intervenait à peu près à toutes les étapes, en fait, comme sur la représentation, c'est que cette étape d'ambiguïté ou de suggestion, de suggestion des formes, en fait, qui se passe aussi par le dessin, donc il y a tout un travail de recherche. Dessiner, c'est aussi d'une certaine manière pensée. Je vais savoir si il y a des questions sur le fait que, d'une certaine manière, il y a une facilité aussi dans se mettre d'accord autour d'un projet numérique par rapport à lui, mais est-ce que à force d'être d'accord, est-ce que ça ne devient pas contractuel, finalement? La maquette numérique est bien contractuelle, alors que les ambiguïtés d'un dessin peuvent finalement permettre à plusieurs personnes de se croire d'accord sur quelque chose qui ne sont pas forcément, qui peut avoir des avantages. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez des architectes, de bons architectes, qui ne dessinent pas du tout, à aucun moment du projet? Est-ce que la deuxième question, est-ce que tu connais des architectes qui ne dessinent pas du tout à aucun moment du projet? Et est-ce que la fin de la première question, c'était la première question, on la fin sur le fait que c'est beaucoup mieux de ne pas aménager une ambiguïté aussi sur la forme, qui introduit le dessin, plutôt que d'avoir quelque chose qui devient contractuel avec oui. Est-ce qu'il faut aménager une ambiguïté sur la forme pour éviter d'avoir un contrat, d'avoir une image qui est contractuelle pour le client? Donc, est-ce que c'est bien de ménager l'ambiguïté pour éviter l'aspect contractuel de l'image produite par l'info? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des bons architectes qui font de l'architecture sans toucher un crayon? Pour répondre d'abord à la deuxième question, je ne sais pas comment les architectes travaillent. Je n'ai jamais fait des recherches sur les manières de travailler des autres architectes. J'aimerais le savoir, mais malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Et la première était... C'est est-ce qu'il faut préserver l'ambiguïté du début à très loin pour éviter d'avoir quelque chose de contractuel pour le client? Je ne sais pas, il y a un grand problème. Vous parlez de contrat entre les architectes et leurs clients. Il y a toujours un problème, chez nous au moins, d'écrire des contrats qui sont basés sur le BIM et non sur les dessins. C'est très difficile à faire. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Peut-être que vous avez eu plus de chance à faire ça. Mais quand on fait un contrat à partir du BIM, on parle des niveaux de précision. Avec les dessins, on parlait d'étapes définitives de conception et puis du détail ensuite. Tous les renseignements, toutes les informations qu'il fallait pour construire. Je ne sais pas comment ça se fait en France. Moi j'ai travaillé à Paris il y a 35 ans et les dessins que faisait l'agence où je travaillais n'atteignaient pas le niveau de détail que nous faisons aux États-Unis. C'était fait par des bureaux d'études et par les entreprises même qui allaient construire le bâtiment. Je ne sais pas si ça se fait toujours comme ça. C'était un très bon système.
parce que c'est inutile pour un architecte de dessiner par exemple un mur en terre et faire, si l'entreprise qui va le construire est disponible pour dire on va faire comme ça, et ça va paraître ainsi, et est-ce que ça vous plaît? C'était comme ça que ça se faisait. Mais maintenir l'ambiguïté, quand je parlais de remettre le moment d'enregistrer la maquette dans l'ordinateur et d'éviter des affichages qui paraissaient réels, j'ai trouvé une certaine résistance de la part de mes clients à ce procédé. Ils avaient travaillé avec d'autres architectes qui leur montraient des photos de leur bâtiment dès le début. Et ils me demandaient, mais pourquoi vous ne faites pas pareil? Et j'ai beau leur expliquer, bon, cette photo, enfin, ce qui vous paraît une photo de votre projet ne l'est pas. C'est un mensonge. Alors, ils vous ont menti, parce qu'ils ne peuvent pas savoir à ce moment-là que le bâtiment va paraître assis. Ils ont fait plein de suppositions, d'hypothèses, de suppositions. Mais ils ont fait plein de suppositions en vous faisant cette photo de votre projet. Je ne veux pas vous mentir. Il y a des clients qui acceptent ça, et il y a des clients qui pensent que je suis en train d'éviter de faire le travail que je devais faire. Donc, nous sommes dans un moment de transition. Les clients savent que je peux faire ces images, disons, réalistiques, comme des photos, et ils veulent absolument que je les fasse. Si je veux avoir le travail, je suis obligé de le faire, je sais le faire. Je peux le faire, je ne veux pas le faire, mais ça dépend du client. Et quand j'ai un client qui insiste que je fais des images réalistes comme ça, le projet est comme gelé à ce moment. Ça ne peut plus changer. Et quand vous m'avez montré ça, c'est ça que je vais avoir, c'est ça que j'achète. Donc, vous me donnerez ça. Et de ce moment, on est en train de produire ce qu'on a promis avec cette image. Je ne crois pas que ce soit une bonne façon de travailler. Une dernière question. Ça marche. Moi, c'est plus une remarque que une question de soi, mais c'est en fait, vous semblez faire, dans le fonctionnement de votre discours, établir un certain nombre d'oppositions entre la subjectivité de l'architecte, du dessin à la main, et l'objectivité du dessin par ordinateur, la rationalité scientifique des ingénieurs et supposée imagination de l'architecte. Et en fait, la question des imaginaires aujourd'hui, elle est dominée en fait, par justement en fait, la question qui est très technique, technologique aussi, qui, par exemple, du rapport du GIEC, par exemple, l'urgence climatique. Et en fait, la simulation, là-dedans, elle est meilleure dans le sens où on va pouvoir entrer certaines données du climat et ça va nous donner la forme la plus optimisée pour que l'architecture réponde correctement à la condition climatique liée à un lieu. Et finalement, pour moi, c'est ça, en fait, quand montrer une photo, enfin une simulation d'un trou noir, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est invisible. Tout comme le vent et la force des environnements, etc., et toutes les données que ça entraîne sont invisibles.
Alors, le dessin à la main peut très bien représenter le vent, mais il ne peut pas représenter la force que cela va avoir sur une structure. Et finalement, je pense que les étudiants aujourd'hui, quand ils parcourent Paris, bien sûr, ils peuvent se poser des questions sensibles, historiques, etc. Mais ils se posent, pour moi, se posent beaucoup moins la question de la forme, du processus. Et en fait, en ça, la simulation a un avantage certain. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la question, peut-être la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut être aussi littéral dans ce que la machine produit comme forme à partir d'une simulation? Comment on peut pas. Est-ce qu'il reste encore en fait une place à l'interprétation? Alors, tu opposes la simulation et le dessin, et on voit que dans l'écologie, la simulation est très forte pour représenter les masses, les déplacements, les forces. Le dessin peut représenter la force du vent, mais la simulation peut donner le poids et vraiment les effets des choses. Et les étudiants aujourd'hui ont plus conscience de ça. Donc, c'est pas aussi radical, en fait, cette séparation, qu'elle est si radicale que ça. Parce qu'il y a cet aspect quand même qui est palpable de la simulation avec toutes les modélisations sur le climat qui permettent de faire des projets. Il parle des simulations scientifiques. Oui, et donc il parlait du trou noir, et justement du trou noir, la présentation. D'accord. Ok, pardon. Je crois avec l'aide de j'ai compris votre question. Il y a une différence à faire entre des simulations scientifiques et la simulation dans le sens de Baudrillard. Les simulations scientifiques sont très utiles. En fait, ils ont transformé la pratique de la science. Autrefois, il y avait la théorie et l'expérience. Maintenant, il y a la théorie, l'expérience et la simulation. Il y a beaucoup de problèmes qui ne trouvent pas de solution avec d'autres méthodes. Il faut la simulation pour les résoudre. Le climat est le meilleur exemple. C'est très compliqué. Et sans les simulations, on ne comprendrait rien des problèmes que nous avons. Ça, si c'est bien fait, et nous ne sommes pas des scientifiques, on ne peut pas savoir si ça a été bien fait ou non. Mais bien fait, ça a sa place, ça a sa valeur, c'est très utile, très important. Mais dans le sens de Baudrillard, c'est autre chose. Sa critique n'était pas des simulations scientifiques. Ils sont comme contenus limités. On fait une simulation du climat, il s'agit du climat, c'est tout. La même simulation n'a rien à voir avec les autres cerveaux. Mais la simulation qui lui concernait n'était pas de ce genre, elle n'était pas limitée. C'était plutôt question de la manière dont on regardait le monde. Et même les scientifiques, j'ai mentionné que il y a des scientifiques plus âgés qui se plaignent de certaines simulations scientifiques parce que ça partage les problèmes des simulations dans le sens de Baudrillard. Ils remplacent la réalité. Si on est très
il est clair que on a établi cette simulation sur la base de théorie et on comprend comment la simulation doit être interprétée et quels résultats on peut attendre d'une simulation, tout va bien. Mais quand il s'agit entrer quand il s'agit il s'agit de remplacer la réalité par la simulation. Quand la différence est perdue, c'est là le danger. OK? Merci. Merci beaucoup. Merci David. S'il y a quelques personnes qui veulent continuer à discuter, on peut aller boire un verre. Voilà. Tu dois